Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'histoire qui porte cette fois sur la 5e République. On va essayer de découper cette période en deux grandes parties. On parlera d'abord des années de Gaulle, c'est-à-dire le moment où Charles de Gaulle est président de la République de 1958 jusqu'à 1969. Et ensuite, après les années de Gaulle, on s'intéressera particulièrement à la période qui commence à partir de 1981, avec pour la première fois l'élection d'un président classé à gauche, et qui va être aussi le début d'une période d'alternance politique, puis de cohabitation qui prendront fin au début des années 2000 avec la réforme du quinquennat. Je commence par les années de Gaulle. Qu'est-ce qu'on retient? D'abord, on en a déjà un petit peu discuté, de Gaulle est appelé au gouvernement, d'abord de la 4ème République à laquelle il met fin, au moment de la guerre d'Algérie, qui provoque une crise du régime politique. De Gaulle était considéré comme un personnage rassurant pour les militaires et les colons, c'est-à-dire qu'on comptait sur lui pour conserver l'Algérie française, mais une fois arrivé aux affaires, il se rend rapidement compte que la conservation de l'empire colonial français, y compris l'Algérie, est devenue une chose impossible, à moins de donner véritablement les mêmes droits entre les colons et les citoyens français, et là, il n'est pas sûr que les citoyens français eux-mêmes y soient favorables. De Gaulle organise donc la fin de l'empire colonial français, mais son objectif est de conserver l'influence déterminante sur la France par rapport à ses anciennes colonies. Il va donc essayer de négocier le plus possible les indépendances en conservant des accords de coopération culturelle dans le cadre de la francophonie, mais surtout coopération militaire avec des bases françaises qui restent jusqu'à aujourd'hui en Afrique. Il y a plusieurs milliers de soldats français à tout moment sur le continent africain à l'heure actuelle, sur des bases qui, pour la plupart, ont été négociées au moment de l'indépendance de différents territoires, que ce soit Djibouti, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali ou la Centrafrique, etc., etc. Deuxième chose, De Gaulle souhaite rester dans le cadre de la guerre froide un allié des États-Unis d'Amérique, mais il veut conserver une indépendance. Il veut affirmer que la France reste une puissance internationale, et pour cela, il est favorable à la poursuite du programme de développement d'une arme nucléaire. C'est pendant ces années des débuts de la 5ème République que la première bombe atomique française va être testée à l'époque au Sahara, qui appartenait donc encore à la France avant 1962. Bombe atomique qui permet d'affirmer donc une certaine autonomie vis-à-vis des États-Unis, puisque la France conserve une capacité de dissuasion, c'est-à-dire faire craindre à ses adversaires de déclarer la guerre puisqu'on a l'arme atomique, une capacité d'intervention, puisque, je le rappelle, il y a ces bases françaises un peu partout sur le continent africain, ça veut dire que l'armée française est capable d'intervenir hors de ses frontières relativement rapidement. Enfin, une politique qui conserve une marge d'autonomie. On pourrait prendre un exemple avec des accords industriels commerciaux passés avec la Roumanie, qui fait pourtant partie du bloc de l'Est, donc lié à l'URSS. De Gaulle conserve un électorat important tout au long de la période pendant laquelle il est président. S'il est arrivé à la faveur d'une crise, comme quelqu'un capable de résoudre les problèmes au moment d'une guerre, il fait adopter l'élection du président de la République au suffrage universel. Et donc, en 1965, après les 7 ans de son premier mandat, c'est au suffrage universel qu'il doit être réélu. Certain d'avoir la majorité des suffrages, il ne fait quasiment pas campagne pendant le premier tour, et la surprise vient du fait, en réalité, que le score soit beaucoup plus serré que prévu. De Gaulle va donc devoir faire un deuxième tour opposé à François Mitterrand. Deuxième tour pour lequel il fera campagne et qu'il va remporter assez largement, mais il va rencontrer quelques années plus tard une importante contestation. Nous reviendrons dans une prochaine leçon sur les événements de mai-juin 1968. Pour l'instant, on retiendra qu'une grande partie de la jeunesse et une grande partie des salariés qui se sont mis en grève ont contesté le pouvoir de Gaulle, ce qui va l'amener l'année suivante, lorsqu'il perdra un référendum qu'il avait décidé d'organiser sur la régionalisation, il choisira de démissionner plutôt que de gouverner, en ayant perdu visiblement une grande partie du soutien populaire qu'il avait jusque-là. On pourra donc retenir de ces années de Gaulle
la volonté d'affirmation de la France à l'échelle internationale et la fin de l'empire colonial. Pompidou et Giscard d'Estaing seront les deux présidents de la République suivants, plutôt à droite, eux aussi, donc dans la lignée politique du général de Gaulle. Nous reparlerons un peu plus précisément du mandat de Giscard d'Estaing dans la prochaine leçon, là encore, pour voir les évolutions de la société. Et je vais donc aborder à présent la période qui débute en 1981. En 1981, François Mitterrand, celui qui s'était opposé et avait été battu électoralement par De Gaulle en 1965, est donc cette fois élu avec la majorité des voix. Il dirige le parti socialiste, classé à gauche, et c'est la première fois qu'un parti de gauche remporte l'élection présidentielle sous la Ve République et que l'Assemblée nationale va être en majorité composée de députés de gauche, socialistes et communistes. Son élection avait soulevé un certain nombre d'espoirs avec la promesse d'une amélioration des conditions de vie de la population, une sorte de rappel des grandes réformes de 1936, mais dont les résultats seront beaucoup plus modestes. Et puis, dès 1983, le gouvernement considère que face à la crise, il n'y a pas d'autre choix que de mener une politique d'austérité. Le chômage continue d'augmenter et lors des élections législatives suivantes, en 1986, c'est la droite qui l'emporte. En 1988, une nouvelle élection présidentielle a lieu et c'est à nouveau la gauche qui l'emporte. Mais dès les élections législatives suivantes, 1993, la droite est à nouveau majoritaire. Jacques Chirac remporte l'élection présidentielle de 1995, mais aux élections législatives de 1997, c'est à nouveau la gauche qui est majoritaire. Ainsi, à chaque élection entre 1981 et 2002, les partis politiques qui ont remporté l'élection précédente perdent l'élection suivante. On parle alors d'alternance. On alterne les majorités politiques à chaque élection. Mais que signifie cette alternance? Elle signifie en réalité qu'aucun des gouvernements n'a donc paru suffisamment convaincant pour que les électeurs veuillent renouveler leur confiance à ceux qui ont eu la possibilité de mener la politique qu'ils avaient promis. Comme nous avions essayé de le faire pour la 4ème République, il faut donc essayer de comprendre pourquoi, sous la 5ème République, les gouvernements ne parviennent plus à convaincre leur électorat d'une élection à l'autre. Et la principale cause de cette instabilité, de cette alternance, vient de la montée du chômage. En effet, une proportion importante de la population active, souvent autour de 10%, ne trouve pas d'emploi. Et à chaque élection, différents partis promettent de trouver une solution, mais aucun ne parvient à faire baisser durablement le chômage. On a donc une déception qui s'installe et qui est de plus en plus forte. Jusqu'en 2002, un deuxième phénomène accompagne l'alternance, il s'agit de la cohabitation. Cohabitation signifie que l'on a à la fois un président de la République qui représente un parti et un Premier ministre qui représente un parti qui lui est opposé. En effet, la constitution de la Ve République, qui est une république présidentielle, ça veut dire qui donne un poids extrêmement fort au président, laisse tout de même à l'Assemblée nationale la possibilité de renvoyer le gouvernement. Ce qui veut dire que le président choisit son gouvernement, mais il doit choisir un gouvernement qui convienne à l'Assemblée nationale. Avec l'alternance à chaque élection, il arrive plusieurs fois que le président de la République soit d'une majorité, puis perde le soutien de la majorité des députés à l'élection suivante. Au cours de ces cohabitations, il faut donc parvenir à se répartir le pouvoir à la tête de l'exécutif. Dans la plupart des cas, le partage sera assez simple. Le président de la République conserve l'aspect international, la diplomatie, les interventions militaires, alors que le gouvernement conservera son pouvoir et son autonomie pour les affaires intérieures, la politique à mener sur le territoire français. Mais la droite comme la gauche ne se satisfont pas de ces périodes de cohabitation. Elles sont donc globalement d'accord en 2002 pour réformer la Constitution en proposant que le président soit cette fois élu pour 5 ans, la même durée que les députés. Ainsi, on élira désormais le président de la République, puis les députés, pour une durée équivalente. Et effectivement, depuis 2002, il n'y a plus de période de cohabitation. Je ne m'attarde pas pour l'instant sur la dernière période, de 2002 à 2020, que nous essayerons d'évoquer très rapidement la prochaine fois,
Je vous souhaite un bon courage pour réaliser les exercices si vous ne les avez pas encore terminés. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.